Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, avec ou sans lunettes, je ne sais pas, ça dépend si je dois lire ce qui est sur l'écran ou pas. Euh, L'être humain s'est développé, a évolué avec une caractéristique parmi d'autres, mais qui est importante, c'est celle de savoir d'aller rechercher le maximum d'informations possibles, d'essayer de les retenir et de les partager avec sa tribu, parce que pendant des millions d'années, les informations, c'était où sont les dangers, où est la nourriture, où sont les sources de nourriture, donc les troupeaux d'animaux à aller chasser, le miel, etc. Et donc toutes les informations, et retrouver son chemin et retrouver sa piste, tout ça nous a façonné un cerveau avec une grande curiosité, une grande capacité à capter les informations qu'il y a à travers l'environnement et de les mémoriser et de les transmettre. Donc, alors le défaut, c'est que ça fait le ragot. C'est, ah, tu sais quoi, j'ai vu machin avec machine dans la grotte, en douce, dans un buisson. En fait, bon voilà. Parce qu'on a pris cette habitude, notre cerveau a besoin d'obtenir des informations et de les partager. Et lorsque nous étions des tribus de 50 à 150 individus, bon, ben, on a vite fait le tour des ragots et de toute façon, on est préoccupé par la survie quotidienne. Il faut que chaque jour, nous obtenions plus ou moins les calories pour tenir les 2 ou 3 jours suivants. Et évidemment, ces informations étaient liées à la chasse, à la cueillette, euh, aux techniques pour travailler les outils. Vous savez, au début, on a commencé à travailler le bois, puis ensuite les cailloux, puis ensuite les peaux, et ainsi de suite, les os. Et donc, euh, nous avons évolué avec cette immense curiosité et recherche d'informations. Alors évidemment, les médias se sont développés. Ce n'était plus que la voix et le ragot. D'ailleurs, pendant longtemps, les marchands n'avaient pas que l'utilité de transporter des biens entre un endroit et l'autre, ils transportaient aussi des informations. Alors certes, les sociétés civilisées organisées ont développé très vite des systèmes de messagers. On pense au Pony Express aux États-Unis, mais avant ça, les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Romains, les Grecs, tout ça, ils avaient des estafettes. Ils n'avaient peut-être pas un système postal tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été développé au début du 19e siècle. Mais il y avait le courrier, il y avait des messagers, il y avait des systèmes, certains étaient privés, d'autres étaient étatiques, et puis parfois, quand tu avais les moyens, tu disais à un de tes serviteurs, tiens, voici une lettre, regardez l'immense correspondance entre Voltaire et Leibniz au début du XVIIIe siècle. Tu avais quelqu'un qui travaillait pour toi, tu le payais, tu disais, tiens, prends cette lettre, prends cette missive, et envoie-la au roi de Russie, Pierre le Grand. Envoie cette missive à tel roi en Louis XV en France, et ainsi de suite. Ça se faisait, mais évidemment, ça demandait beaucoup de moyens. Alors, le 27 août 1883, une date qui est restée gravée dans l'histoire et qu'évidemment personne ne connaît parce que nous sommes tous des incultes, mais enfin, le 27 août 1883, il s'est passé un événement qui a bouleversé le monde. Et évidemment, ça fait 140 ans, mais c'est la première fois qu'un événement a été commenté et médiatisé de manière globale. Alors certes, on avait des journaux. Les journaux, même depuis la Renaissance, on a commencé à imprimer des informations qui étaient distribuées, mais qui n'avaient pas une primeur immédiate. Vous imaginez le temps qu'un journal soit imprimé, qu'il soit distribué, ça prenait du temps. Et puis quand bien même des journaux à la fin du 18e et bien sûr au 19e siècle étaient imprimés de manière quotidienne, ce n'était pas une information globale. Eh bien, le 27 août 1883, pour la première fois, un événement a été relaté le jour même dans le monde entier. Alors, je ne laisserai pas planer le suspense plus longtemps. Cet événement est l'éruption du volcan Krakatoa en Indonésie. Ça a été une explosion immense, plus grande que le mont Sainte-Hélène, plus grande que le Pinatubo pour ceux de ma génération qui s'en souviennent. C'est une explosion qui pourrait probablement ressembler à, peut-être un tout petit peu plus petit quand même, de celle de Santorin qui a eu lieu en moins 1500 et certainement plus grande que celle du Vésuve en 79. J'adore les volcans, c'est fascinant parce qu'ils changent l'histoire. Et donc l'éruption du Krakatoa a fait évidemment
de nombreux milliers de morts dans la région autour. Mais vous allez me dire, mais comment cette information a pu être globale, puisque on parle déjà à la fin du 19e siècle d'une civilisation avec les Européens qui dominent le monde, avec des journaux partout, etc. Bien, c'est parce que c'est la première fois qu'une information a été transmise par télégraphe, pardon, à travers le monde. Et les gens dans le monde entier ont su, le jour même ou le lendemain, qu'il y a eu, parce qu'ils ont vu dans les dépêches, Indonésie, les bureaux hollandais, puisque l'Indonésie est une colonie hollandaise, les îles, alors c'est sur l'île de Jakarta, je crois, ou Sumatra. Non, Jakarta, je crois. La ville de Jakarta sur l'île de Sumatra. C'est tout près de Jakarta, le Krakatoa. Donc c'est près de la capitale de cette colonie. Et donc les informations ont été transmises à travers le monde entier, de par La Hague, et puis ensuite par Londres et Paris, et New York et San Francisco, et c'est parti dans le monde entier. Moscou, Tokyo, Delhi, et ainsi de suite. Et donc tout le monde a su qu'il y avait ce volcan qui avait explosé. En plus, comme les Européens étaient présents à peu près partout dans le monde, eh bien, on a pu relever les effets du volcan. Alors évidemment, en Indonésie elle-même, où il y a eu les nuages de cendres, où il y a eu des morts, mais aussi les tsunamis qui ont eu lieu à travers tout l'océan Indien. Alors évidemment, les Anglais ont parlé des tsunamis qui ont touché Ceylan et l'Inde, comme ceux de 2004, si vous vous en souvenez. Et puis, les Français à Madagascar ont beaucoup parlé, à La Réunion et à Maurice, à l'île Maurice, ont parlé de vagues qui, voilà, quelques jours après, quelques heures après l'explosion, ont touché les côtes. C'était des vagues assez grandes, des vrais tsunamis, qui ont fait quelques morts, mais enfin qui ont été relatés. Même dans le golfe de Gascogne et dans la Manche, les océanographes qui mesurent les vagues ont remarqué, à 18 000 km plus loin, hein, c'est énorme, ont remarqué qu'il y a eu des soubresauts assez importants pendant quelques heures, qui étaient en fait les vagues dues à l'explosion de ce volcan. Et puis, pendant quelques mois, il y a eu des nuages de cendres qui se sont mis dans l'atmosphère et qui ont fait qui ont rendu les couchers de soleil assez impressionnants et assez fantastiques, alors que c'était un phénomène qui a déjà eu lieu. En 1816, sauf erreur, il y a eu, pareil, un volcan qui avait explosé, mais il y a eu également ce genre de... D'ailleurs, on a appelé ça l'année sans été. Il y a eu des cendres dans l'atmosphère qui ont refroidi l'atmosphère à travers le monde, mais comme on ne savait pas ce que c'était, on n'avait pas l'événement, on n'avait pas l'information, les gens ont remarqué, bon, on dit, voilà, c'est une année sans été. Alors qu'en 1883, les gens ont vu ces images et ils savaient que c'était le volcan puisque cette information avait été transmise à travers le monde. Et donc d'ailleurs même l'artiste Edvard Munch, lorsque vous voyez ce fameux, sa peinture la plus célèbre, le cri, où il y a ce type comme ça, qui crie, derrière vous voyez des nuages rouges, et ça, en fait ce sont les nuages du Krakatoa. Il a peint une dizaine d'années après l'événement ce tableau en se rappelant de ces images fantastiques, ces lumières fantastiques au coucher du soleil dû à ce nuage de poussière et de cendres qui s'est emmené dans l'atmosphère. Alors, euh, tout ça pour simplement vous dire que lorsqu'un événement a lieu et que vous n'êtes pas au courant, peut-être vous en subissez certaines conséquences, mais probablement si vous êtes éloigné, vous n'allez pas les remarquer. Imaginez que le Krakatoa ait eu lieu 50 ans avant, il n'y a pas de télégraphe, personne n'en parle, à part dans la région autour, évidemment, là vous ne pouvez pas l'ignorer. Puis vous voyez, vous êtes à la mer, puis plouf plouf, dans la Manche, tout d'un coup il y a une vague qui est 1 mètre plus haut que les autres, quelques-unes, et vous dites, tiens, c'est bizarre, puis vous oubliez. De la même manière, vous voyez des couchers de soleil impressionnants, vous dites, waouh, c'est incroyable, mais à quoi cela, c'est dû à quoi? Comme en 1816. Et vous oubliez. Mais là, vous ne pouviez pas oublier parce que tout le monde en parlait tout le temps, tous les jours. Et donc, vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il y a quels sont les effets? Et donc, peut-être beaucoup de gens se disent, je suis malade, c'est peut-être parce que j'ai respiré les poussières du Krakatoa, etc. Et donc, votre cerveau, encore une fois, nous avons évolué pour aller chercher les informations et les partager. Eh bien, votre cerveau va aller essayer d'obtenir toutes les informations possibles, il va lire les journaux, il va lire les dépêches, il va inventer peut-être des liens qui n'existent pas, il va se dire, donc ma mère est malade, peut-être qu'elle a respiré les cendres du volcan, etc. Et vous allez en parler autour de vous,
créant des rumeurs, créant des ragots, et après les gens vont peut-être dire ah oui, attention, on est malade parce qu'on a respiré les cendres du volcan. Et donc cet échange d'informations, euh, parce que nous sommes programmés pour le faire, va avoir lieu. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de, vous voyez, la ficelle est grosse de ma part, mais enfin, je vais vous amener à réfléchir sur l'effet des médias dans le cas d'une épidémie comme celle-ci, celle que nous vivons. J'enregistre cette vidéo le 5 avril 2020. Je vois de loin très très bien depuis ma dernière opération, mais en revanche, j'ai dû choisir de mettre des lunettes pour lire. Et donc c'est très très bien pour voir loin. Le calibre 50, c'est génial, mais à 1 mètre, bof. Alors, évidemment, depuis l'apparition des médias, euh, les psychoses dues à la surinformation et le fait que notre cerveau nous pousse à vouloir les obtenir et les commenter et les partager. On a vu en 1940, je crois, aux États-Unis, cette émission de H.G. Wells où il a parlé d'invasion d'extraterrestres. Je crois qu'il lisait la guerre des mondes en public. Ils ont créé une sorte d'événement, pas en public, à la radio, je veux dire. Et donc, il lisait pas son roman, mais il avait mis en place un programme de radio où on parlait d'invasion d'extraterrestres, de martiens, etc. Et beaucoup de gens y ont cru et ont colporté la rumeur, et c'est devenu et à tel point que l'État a dû démentir officiellement. Et quand bien même l'auteur si on veut, de l'événement médiatique, presque du canular, a dit non, non, mais j'ai tout inventé, des gens y ont cru dur comme fer pendant des années. Et c'est sur ce principe aussi que fonctionnent les sectes, que fonctionne une forme de complotisme aberrant qui n'est pas basé sur des faits et les informations. Alors on peut poser j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, on peut poser des hypothèses, et il y a des hypothèses qui paraissent plus crédibles que d'autres, mais tant que vous n'avez pas de faits, les hypothèses restent des hypothèses, et sortir des affabulations sur n'importe quel sujet. Vous avez remarqué les chemtrails en ce moment? Ben non, il n'y en a pas. C'est parce qu'en fait, il n'y en a jamais eu. C'est des contrails, c'est des... Enfin bref, longue histoire, mais c'est un peu la même chose. Et donc, le... comment dire, là, cette recherche et ce partage d'informations, en plus, au niveau du cerveau, nous donne des shoots de dopamine, ça nous fait plaisir. Guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, 11 septembre, tout ça, on a vu à quel point les informations nous saturent, mais nous en devenons accros, parce que notre cerveau nous pousse à avoir cette démarche, d'accumulation d'informations, tout comme on est formé pour accumuler des biens physiques. Eh bien, nous voulons accumuler les informations et nous voulons les partager. Évidemment, les différents médias étaient plus ou moins aptes à cela. La radio, puis plus tard la télévision, nous envoyaient des informations que nous partagions dans les cercles privés autour de nous. Et puis, à partir d'Internet, l'information a commencé à devenir non seulement d'une source à la masse, mais que chacun pouvait devenir une source d'information. Et nous le voyons avec YouTube, avec les réseaux sociaux, puis petit à petit, avec toute cette multitude de possibilités qui sont incroyablement chronophages à force, parce que moi, je me suis enlevé de plein de plateformes, parce que je ne pouvais pas vérifier toutes les plateformes les unes après les autres tous les jours, et bon, c'est pas possible. Et je ne suis qu'un tout petit auteur par rapport à d'autres. Donc, malgré tout, nous pouvons devenir la source d'information. Donc, lorsque l'on partage une information, lorsqu'on colporte peut-être une rumeur ou une vraie information, en tout cas une information que nous croyons comme étant vraie, eh bien, nous diffusons de manière plus qu'exponentielle. En mathématiques, on appelle ça par combinaison. Ce n'est plus une source à 10 000 personnes, c'est 10 000 personnes qui sont les sources, et donc c'est 10 000 puissance 10 000. Et donc ça devient des centaines de milliers, de milliards de connexions possibles. Et quand il y a une information qui semble, peut-être pas vraie, mais qui semble crédible ou autre, eh bien, la quantité de connexions et de rediffusion d'une information font un volume tel que nous la prenons pour vraie quand bien même elle serait fausse. Et nous le voyons lorsque nous avons cette épidémie, à quel point, si au début les médias avaient essayé de dire non, non, mais c'est rien, etc., nous avons vu à quel point c'est parti en explosion sur
nous allons tous mourir, c'est super dangereux, il n'y a pas de respirateur, attention. Alors on a eu les gens, les couillons, les ministres incultes et ignorants qui disent ah bah, les masques ne servent à rien, à d'autres qui disent ah on va tous mourir, il y a 50% de mortalité. Bon, les informations, le bruit va se décanter et si on ne passe pas à une autre crise, j'espère on aura le temps d'analyser ce qui s'est passé. En fait, on se rend compte que il ne fallait pas paniquer, il ne fallait pas être en crise. Probablement même toute cette histoire de confinement, ça a été un choix de dire on va essayer de sauver quelques personnes âgées en mettant en risque le personnel médical, enfin en réduisant le risque au personnel médical si tout le monde tombe malade en même temps. Et on prend un risque très sérieux de détruire l'économie. Alors, à mon avis, le confinement sera arrêté fin avril ou mi-mai, j'en ai déjà parlé, et puis progressivement, entre la fin avril et la fin du mois de mai, les pays les premiers atteints vont arrêter le confinement, puis petit à petit les autres, parce qu'on ne peut pas tuer l'économie. Parce que si on tue l'économie, il y aura 100 fois plus de morts, 1000 fois plus de morts qu'avec le virus. Et donc, ça va arrêter, parce que là, c'est la fin. Donc, bon, personne n'a intérêt à cela. Et donc, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette médiatisation, qui n'est pas un complot, hein, c'est juste la nature de l'ère dans laquelle on vit en ce moment, en 2020, eh bien, il n'y aurait pas eu de panique, il n'y aurait pas eu d'excès, il n'y aurait pas eu de crise, en fait. Parce qu'on aurait pu imaginer que les gens meurent en Chine, puis petit à petit, parce que les gens voyagent quand même, ce virus se serait transmis, puis les gens commençaient à mourir en Inde, en Asie du Sud-Est, puis ensuite en Europe, puis en Amérique, et en Afrique, et en Amérique latine, et puis qu'à la fin, on ait peut-être ce fameux 1% de mortalité à travers la population mondiale, donc 80 millions de morts. Mais oui, on en aurait parlé, on aurait dit, ah oui, il y a un virus, il y a une maladie, on remarque une mortalité très forte, notamment chez les personnes âgées, notamment chez les personnes immunodépressives, notamment chez les personnes atteintes du sida ou HIV ou des diabétiques ou des obèses et ainsi de suite. Et puis, voilà, beaucoup de gens seraient morts chez eux, beaucoup de gens ne seraient même pas allés à l'hôpital, il n'y aurait pas eu de flip, et ça n'aurait rien changé, rien du tout. Il y aurait eu, ouais, on en aurait parlé un petit peu, mais sans plus. Et, euh, et voilà, alors, ce n'est pas une critique, hein, ce que je dis là, c'est une constatation, et ce n'est pas, je ne veux pas faire mon malin, j'ai fait mon malin en janvier, où je vous ai dit, voilà ce qui risque d'arriver, et voilà les dangers. Mais aujourd'hui, voilà, on se rend compte que c'est pas si grave. Heureusement, on se rend compte qu'il y a. Alors ensuite, il y a des autres thèses sur le fait que est-ce que c'est manipulé, est-ce que on manipule l'information pour atteindre des objectifs. Tout ça, ce sont des autres sujets. Mais en tout cas, sur le sujet de l'épidémiologie même du virus, on se rend compte que c'est parce que nous avons une multitude de médias et que nous avons cet instinct de récupérer l'information et de la partager, que cette information s'est propagée et a été très forte. Donc, voilà un petit peu l'analyse, si vous voulez, mais j'ai combien de minutes là? Mais le raisonnement, c'est quid donc de ces médias à l'avenir? Normalement, chat échaudé craint l'eau froide, ou chien, ou chat, ou peu importe. Bref, normalement, nous devrions nous dire, bon, nous ne nous laissons plus avoir. Et normalement, nous devrions nous dire, arrêtons de... ça fait 10 ans que je vous dis, arrêtez, enlevez votre télévision, etc. Probablement, nous devrions aussi nous dire d'enlever tout ce qui est Internet. Enlever les réseaux sociaux, enlever ces communications qui nous polluent. Donc, voilà. Mais je ne crains pas que ça va arriver. Je crains qu'on reste accro et on verra bien ce que ça donne. À bientôt. Si vous voulez lire un excellent livre sur l'éruption du Krakatoa, un livre, je vous en ai parlé il y a très longtemps et qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre de l'excellent auteur Simon Winchester, The Day the World Exploded. Je mettrai le lien sous la vidéo, il est vraiment très très bon. Je ne sais pas s'il est traduit en français, je ne crois pas, mais c'est un livre en anglais. En plus, c'est un excellent écrivain, il écrit très très bien. Et il explique cette médiatisation de l'éruption du Krakatoa de 1883. Si vous voulez voir plus de vidéos de cette série après le virus, je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne Patreon, dont je mettrai également le lien. Là, vous avez énormément plus de vidéos dans cette série et dans d'autres que je ne mets pas en public sur YouTube.
Et c'est à vous de vous abonner si ça vous intéresse. C'est 1 dollar, 1 euro, pareil, par mois. Et je crois que ça en vaut la peine. À bientôt.